Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau live métier. Donc, je suis Aude Emmanuel de chez MyFuture, la plateforme qui vous permet donc de découvrir des nouveaux métiers et de trouver aussi un stage. Donc, c'est mon premier live, donc soyez indulgents avec moi. Je vais vous accompagner tout au long du live et vous pourrez poser vos questions à notre invité en passant par moi. Donc, je vois qu'on a plusieurs établissements. Donc, on a 7 établissements avec nous aujourd'hui. Donc, bonjour au collège Marcel Pagnol, au collège La Croix des Sarrasins, au collège Le Parc, au collège Paul Duez, au collège Jean Jaurès dans le Jura, au collège Région Grand Est et de nouveau au collège Jean Jaurès, mais cette fois-ci de Seine-Saint-Denis. Donc, vous allez voir, on va pouvoir passer un bon moment ensemble. Je vais vous présenter un métier. Avant de vous parler du métier plus en détail, je vais vous dire un petit peu ce qu'on va avoir durant ce live métier. Donc, on aura en quoi consiste donc ce métier que je vais vous présenter. On va aller un peu plus dans le concret. Donc, l'invité va nous parler un peu plus concrètement de son métier. Ensuite, elle nous parlera de son parcours, de ce qu'elle préfère, ce qu'elle aime un peu moins. Et bien évidemment, on aura des petites anecdotes, vous verrez, des petits clichés ou anecdotes sur le métier. Donc, le métier qu'on va voir aujourd'hui, c'est celui donc de Virginie, qui est professeure des écoles. Alors, tout à l'heure, j'ai dit bonjour à tous les collèges. Je vais regarder un petit peu le chat. Merci, tout le monde nous dit bienvenue. On a déjà des personnes qui nous disent qu'ils veulent être professeurs des écoles. C'est top. Très bien, vous pouvez vous présenter dans le chat, vous pouvez mettre le nom de votre collège, vous pouvez mettre vos prénoms. Voilà, n'hésitez pas à interagir dans le chat. Le chat, c'est vraiment pour poser des questions, pour interagir avec nous, et ça me permettra à moi de poser les questions à Virginie sur tout ce que vous voulez savoir sur son métier. Donc, avant qu'on commence, j'ai une petite question. Mettez un petit emoji, ceux qui souhaiteraient être professeurs des écoles. Donc, il y en a déjà quelques-uns qui ont dit qu'ils voulaient être professeurs des écoles, mais un petit emoji main levée, comme ça, pour dire moi, je vais être professeur des écoles. Alors, est-ce qu'on a des personnes? J'ai des bonjours. Très bien. Bon, on va commencer alors. On a des bonjours. Hello. Très bien. Allons-y. Donc, on va accueillir Virginie. C'est parti, on accueille Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour à tous. Donc, je suis professeure des écoles et je vais vous parler de mon métier aujourd'hui pour peut-être en inciter quelques-uns à vouloir faire la même chose parce que c'est un joli métier. Très bien, il y a beaucoup d'avantages. Comme on s'était dit tout à l'heure, ça te va si on se tutoie du coup? Oui, bien sûr. Très bien. Alors, on va commencer. Tu nous as fourni quelques petites photos. Et donc, oui, avec ces petites photos, j'aimerais que tu puisses nous illustrer et nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton métier. Les premières photos montraient une journée de classe type en élémentaire. Donc, je peux travailler avec mon diplôme de la petite section de maternelle jusqu'au CM2. Actuellement et depuis de nombreuses années, je suis en élémentaire. Donc, je peux travailler du CP au CM2. Ici, une journée type n'a pas beaucoup de sens dans une classe parce que c'est plutôt une semaine type. On a une journée type où le matin, on va travailler essentiellement sur les fondamentaux, les mathématiques, le français, mais c'est souvent interrompu par des intervenants en musique ou en sport qui vont être aussi programmés le matin. Donc, on va décaler les mathématiques et le français l'après-midi et faire tout dans une journée. Tous les jours, on doit aborder mathématiques, français, lecture, calcul, des rituels, de la dictée, des choses qui ne plaisent pas forcément aux enfants, ni aux maîtresses d'ailleurs, ni aux enseignants. Mais j'ai proposé différentes photos où on voit mes élèves participer. Je suis dans une classe qui est très bien équipée avec tableau numérique, ce qui n'est pas le cas dans toutes les écoles élémentaires. Tableau numérique interactif, donc on peut écrire sur le tableau et
Et les enfants sont amenés à venir déplacer des étiquettes, déplacer des mots sur le tableau, écrire directement dessus. Et on a accès à Internet, donc au savoir immédiat quand il y a des questions dans la classe, ce qui peut être très intéressant. Tous les jours, on doit faire au moins 3/4 d'heure de sport avec nos élèves. Donc, la deuxième photographie montre ma présence au gymnase. La difficulté sont d'avoir des structures qui puissent nous accueillir. On a souvent cette semaine, cette période, je n'ai le gymnase qu'une fois par semaine. Donc, les 4 autres jours, les 3 autres jours, il faut trouver un moment pour faire du sport quand même. Donc, on utilise la cour, on a un plateau d'évolution sur lequel on peut faire aussi certains sports, mais c'est en extérieur, donc on dépend de la météo. Mais on doit faire ce sport tous les jours dans la classe. Ok, donc c'est toi qui anime ces sessions de sport toute seule, tu n'es pas aidée? Oui. Okay. Alors si, on peut avoir des intervenants. Une fois par semaine, alors ça va être fini maintenant, mais j'ai eu un intervenant, nous avons fait un cycle de hockey, un cycle d'acrosport et un autre de jeux collectifs. D'accord. On peut avoir des intervenants sur plusieurs choses. On a des intervenants en boxe, par exemple, ou en escrime parfois, selon les écoles, les lieux, et selon où on enseigne en France. Quelquefois, les enfants, quand ils sont à la montagne, ont des cours de ski ou à la mer, des cours de voile. Donc, selon notre lieu d'habitation, on peut avoir différents intervenants. Ah, c'est très bien. Oui, c'est varié et puis ça nous aide parce que nous, on doit enseigner toutes les matières. Les mathématiques, le français, l'histoire, la géographie, le MC, toutes les matières que les enfants ont au collège, les jeunes ont au collège, nous, on les enseigne en élémentaire. Alors, avec un niveau plus simple, puisque les enfants sont plus petits, mais il faut y compris enseigner aux enfants à nager, ce qui n'est pas une chose évidente pour tout le monde. Donc, on va aussi à la piscine et on prend des groupes en natation. Très bien. Je suppose que tous les enfants qui sont devant moi là, les jeunes qui sont devant moi, ont eu natation à l'école élémentaire. C'est un enseignement obligatoire. Bien sûr. Où qu'on habite en France. Et d'ailleurs, on a quelques petites questions, Virginie. Oui, bien sûr. On te demande comment tu choisis ces intervenants pour le sport? Alors, ils ne sont pas choisis. Ce sont des intervenants qui sont proposés par la mairie de la ville où j'enseigne. Selon les villes où on enseigne, on a différents intervenants. Souvent, c'est en sport et en musique, mais ça peut être dans d'autres domaines, en art visuel, en art plastique, en peinture. Ici, l'intervenant sport est employé par la mairie et il intervient que sur les classes de CM1 et CM2. Je n'ai pas précisé que cette année, j'enseignais en CM1. Oui, merci. Et depuis 6 ans, j'enseignais en CP ou en CE1. Mais avant, j'enseignais en CM1 ou CM2. Je préfère les plus grands. Tu as fait plusieurs classes. J'ai fait tous les niveaux de classe. Au cours de ma carrière, j'ai été amenée à faire tous les niveaux de classe. C'est ce qui rend les choses intéressantes parce que ça évite de s'endormir dans un niveau, de ressortir ses préparations tous les ans pour le même niveau. Le fait de changer, passer du CM1 au CP, c'est complètement différent. Donc, ça rend les choses intéressantes et puis ça oblige à ne pas s'endormir à refaire tout le temps les mêmes choses. Donc, ça, c'est intéressant. En tant que professeur des écoles, du coup, tu peux aller jusqu'à… Quelles sont les classes que tu peux faire avec ton diplôme de professeur des écoles? De la petite section de maternelle au CM2, mais on peut aussi être amené à être dans des classes spécialisées en collège. Les classes d'Ulysse, les classes de SECPA avant, mais je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. Donc, on peut être amené à piloter ces classes-là. Donc, c'est bon. On choisit. Alors, au début de carrière, on ne choisit pas. On est nommé sur une école et on nous dit tu as un triple niveau du CP au CE2 et on se débrouille avec ce qu'on a. Et puis, au cours de notre carrière, on cumule des points, ce qui nous permet de choisir notre école. Et une fois qu'on a choisi notre école, qu'on est à titre définitif dans notre école, tous les ans, on s'arrange entre collègues pour choisir nos niveaux de classe. Ok. C'est pour ça que cette année. Oui, c'est pour ça qu'il y a 6 ans, j'ai pris un CP parce que l'équipe n'arrivait pas à trouver. On ne pouvait pas laisser un CP
à quelqu'un qui arrivait sur l'école, parce que c'est une classe assez particulière. Et donc, je me suis dit, bon, allez, je me lance en CP. Et j'ai pris un CP. Donc, c'était un CP-CE, je ne sais plus. Et donc, ça permet de faire autre chose et puis de découvrir que le relationnel est différent entre des enfants de CP qu'entre des enfants de CM1 ou CM2. Et tout ça, c'est intéressant. Et les activités, évidemment. D'accord. Donc, ça veut dire que toi, aujourd'hui, tu as choisi cette année de faire CM1. Est-ce que tu as une classe préférée, on va dire? Oui, le CM1. Le CM1. Ah, donc c'est le tombe bien. CM1. Parce qu'en CM2, on les quitte après. Les CM1, ça me laisse la possibilité de les voir encore l'année suivante dans l'école. Les enfants viennent nous voir parce qu'ils nous voient souvent dans la cour ou dans les couloirs de l'école. Et donc, d'avoir ces élèves qui ne sont pas tout de suite partis, ça permet un détachement plus progressif qui est sympa. Les CM2, on les perd en fin d'année. Oui. Alors, on sait ce qu'ils deviennent parce que les collèges nous envoient les bulletins. Donc, on regarde avec beaucoup d'attention ce que nos élèves ont fait au collège. Et les CM1, le programme est intéressant. On rentre vraiment dans le programme d'histoire ou dans les programmes de sciences qui permettent une réflexion, dans les débats qui sont intéressants aussi en classe. Les enfants parlent mieux que chez les petits. Oui. Plus facilement. Et du coup, donc, cette classe de CM1 que tu as cette année, vous êtes à peu près combien? C'est une question du chat. Alors, j'ai 28 élèves. 28 élèves. J'ai commencé l'année à 26 et j'ai eu 2 arrivées. 2 enfants qui sont arrivés en cours d'année. D'accord. Et un peu comme pour le sport, donc là, tu as des intervenants. Est-ce que pour d'autres matières, parfois tu es assistée, tu as quelqu'un qui t'aide ou tu t'occupes des 28 élèves toute seule? Alors, non, on est tout seul. Ok. On est tout seul et tout le temps. Les intervenants, c'est un temps très court sur notre semaine. Alors, moi, j'ai la particularité de travailler à temps partiel. Je travaille à 75%. Donc, j'ai une autre maîtresse, une autre enseignante qui est dans la classe le jeudi. À ma place, le jeudi, elle est toute la journée dans la classe. Tous les jeudis. jeudis. Il faut qu'on travaille tous les jeudis. Mais parce que j'ai fait un choix de travailler à temps partiel, j'ai mon salaire à temps partiel, donc à 75% de mon salaire, mais mon temps est à 75% de mon salaire. C'est 75%. C'est un droit dans l'éducation nationale. On a un droit et une autorisation. On peut le faire assez facilement. Ça veut dire que vous faites les programmes ensemble? Ou est-ce que toi, tu lui délègues ce que tu avais prévu de faire? Non, elle prépare sa journée. D'accord. Elle a des matières qu'elle doit aborder. Elle fait sciences, par exemple. Elle fait des mathématiques et du français, mais les mathématiques et le français, c'est partagé en différents domaines. Donc, les mathématiques, on a les calculs, la numération, les problèmes et les mesures et grandeurs. Donc, elle s'occupe des mesures et grandeurs. Et en français, on a orthographe, vocabulaire, grammaire. Donc, elle s'occupe du vocabulaire. Sur le temps, voilà. C'est ce qui permet aux enfants de faire tous les jours des mathématiques, tous les jours du français. Très bien. Avec différents programmes. Est-ce que tu pourrais nous dire, du coup, quelle est la matière que tu préfères enseigner? Eh bien, j'en sais rien. Je crois que j'aime bien tout. Quand j'étais enfant, je détestais tout ce qui était dictée, orthographe. J'étais très mauvaise. Et donc, j'aime bien enseigner tout ce qui est grammaire et orthographe parce que, comme j'ai eu des difficultés, je comprends les difficultés que peuvent avoir mes élèves à aborder et le manque d'envie de faire des dictées. Donc, je m'adapte assez bien à ce manque d'envie pour essayer de les motiver, pour réussir à ce qu'ils ne soient pas dégoûtés de ces matières-là. Et puis, il y a des enfants qui adorent ça, donc il faut quand même les proposer. C'est ce que je trouve le plus intéressant. Et je n'aimais pas non plus l'histoire et j'aime bien les faire rentrer dans l'histoire. Quand ils sont tous attentifs et que je leur raconte des histoires de notre histoire de France, j'aime bien aussi. Alors que c'était une matière que je n'aimais pas du tout. Oui, c'est intéressant. Du coup, ça t'a fait aimer ces matières-là, de les enseigner. J'essaie de leur mettre des graines d'idées dans la tête, des graines d'enseignement
pour qu'ensuite ils se renseignent sur qui étaient ces personnages de notre histoire et que ça leur suscite des interrogations et puis une curiosité. Tous les jours, dans ma classe cette année, alors c'est la première fois que je fais ça, tous les jours, je lance une énigme. Les enfants doivent faire une recherche à la maison et ramener en classe des informations. Qui était Simone Veil, qui était Louis Braille, qu'est-ce que c'est que la dune du Pilat, la Statue de la Liberté, la Tour Eiffel. Et donc, tous les jours, on commence la classe à répondre à l'énigme du jour. Okay. Et on affiche au fur et à mesure. Donc, il y a une petite fille qui est déléguée aux affiches et tous les jours, elle imprime un document assez bref sur ce qu'on a abordé. Et quand je reviens sur les différents éléments qu'on a vus cette année, les enfants acquièrent une culture générale assez simple et se renseignent sur ce qu'ils ont trouvé. C'est assez concret. C'est assez sympa. C'est bien. Mais justement, pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, on va passer à la partie du cas concret. Parce que là, tu viens de donner un cas concret un peu de ce que tu as mis en place pour que les élèves soient plus, on va dire, participatifs. Donc, pour la diapo suivante, on va parler un peu de ce cas concret. Concrètement, qu'est-ce que tu fais? Voilà, donc là, tu nous as parlé de cet exemple avec Simone Veil. Quelle est la mission? Quelle est ta mission au quotidien? Quelle mission tu t'es donnée? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu nous as dit? Alors, ma première mission, mais ce que je me suis donné moi, c'est que mes élèves apprécient de venir à l'école. Je veux qu'ils viennent en classe en aimant ça. Souvent, on n'aime pas ça. Moi, je n'aimais pas ça du tout. Et ça a été vraiment une volonté. Quand les parents d'élèves viennent me voir en me disant « Ah, enfin, mon enfant a envie de venir à l'école », je pense que j'ai gagné quelque chose. Donc ça, c'est vraiment l'objectif que tu t'es donné. Alors, à vrai dire, je ne vois pas sur le tableau ce que j'ai marqué. Et si c'est donner envie aux enfants d'apprendre. Donc, c'est cette envie-là que toi, tu as appris et tu fais ton max pour pouvoir leur donner envie d'apprendre. Quand ils ont envie d'apprendre, quand mes élèves ont envie d'apprendre, après, je peux faire passer n'importe quel savoir. Que ce soit en grammaire, en orthographe, en mathématiques, j'arriverai à faire passer quelque chose, même si c'est une matière qu'ils n'aiment pas. Donc, leur donner envie, en variant les activités, en variant les supports d'apprentissage. Je travaille en robotique, je travaille autrement avec des ateliers pour que les enfants travaillent ensemble, ne se trouvent pas en difficulté tout seuls devant une feuille. Même les exercices de grammaire, ils les font par deux, ce qui permet, en cas de difficulté, d'avoir un peu d'aide d'un autre enfant de la classe. Et ça permet une intégration aussi, que j'aime bien. Très bien. Ça, c'est mon but. Après, tous les enseignants n'ont peut-être pas ce même but. Peut-être qu'on a aussi le but de leur apprendre et de faire rentrer dans leur tête ce qu'il faut leur faire rentrer parce qu'on a des programmes à suivre. Et moi, je lâche un petit peu les programmes. Je pense que l'important, c'est de les faire aimer être là. Ils passent 6 heures par jour en classe et il ne faut pas que ce soit 6 heures de galère. Voilà. C'est très bien. Mais j'y arrive assez bien. Oui. Et du coup, on a une petite question, là, du chat. C'est par rapport aux horaires d'un enseignant. Donc là, quels sont tes horaires? Alors, on a 6 heures de classe par jour. Dans la ville où je suis, on commence à 9h, 9h midi et 13h45, 16h45. Donc, il faut compter 10 minutes d'accueil. On commence à 9h moins 10 et pas à 9h. Et moi, je suis à l'école environ à 8h15. Parce que j'aime préparer ma classe, et grand nombre d'enseignants font ça. On prépare la classe, on est dans la classe avant que les élèves n'y arrivent. D'accord. Et ça rejoint la prochaine question. Qui est, est-ce que tu prépares tes cours une fois dans l'année ou est-ce que tu prépares vraiment au jour le jour? Ah, et bien les deux. En juillet et août. Alors, après, ça dépend aussi des enseignants. Moi, je programme mon année scolaire est programmée. Au 1er septembre, quand on accueille les enfants, j'ai une programmation en mathématiques, en français, en histoire, en sciences, sur les matières principales. Et je programme par semaine. On travaille 36 semaines dans l'année et je sais que la première semaine de classe, j'aborde telle notion.
J'ai des notions et je dois aborder ces notions-là. La deuxième semaine, j'aborde d'autres notions. Et je suis ma programmation annuelle. Ensuite, on a du travail qui se présente au jour le jour, que je vais préparer pour la semaine. Je mets en place, par exemple, des ateliers de géométrie pour aborder la géométrie autrement, et c'est une préparation sur 5 semaines. Donc, je vais avoir préparé 5 ateliers sur 5 semaines. Les enfants sont par groupe et toutes les semaines, ils changent d'atelier. D'accord. En art visuel, on va préparer sur plusieurs semaines aussi. Mais il y a beaucoup de préparation. Il y a beaucoup de préparation, surtout en début de carrière. Ensuite, plus on avance dans l'enseignement, plus on maîtrise les notions et moins on a de préparation. Mais quand on arrive à l'éducation nationale, on passe nos nuits à travailler. Les premières années, on passe nos nuits à travailler. Les premières années, il faut vraiment les tenir. Oui. Après, ça va mieux. Il faut mettre tout en place, en fait, les premières années. Il faut tout mettre en place. Maintenant, même en changeant de niveau de classe, ça va plus vite parce qu'on récupère ce qu'on a déjà fait dans une autre classe, on le réadapte. Alors que quand on arrive et qu'on n'a jamais pris de classe en main, il faut tout faire, toutes les matières. Il faut intégrer toutes les matières et intégrer tout l'enseignement, plus la tenue de la classe, parce que la discipline, c'est important et c'est difficile aussi d'être devant une classe et de tenir les élèves toute une journée. En se rendant attentif et intéressant. C'est vrai. Merci beaucoup pour les réponses aux questions. Vas-y. D'autres questions et je remercie Mélanie Decroix qui nous pose pas mal de questions. Et elle en a une encore qui est: quel est le plus gros avantage de ton métier? Alors, j'aime la liberté que j'ai de mon enseignement. J'enseigne un peu comme je veux. On n'est pas obligé de se... Alors, on se tient à des programmes. On a une liste de compétences à aborder dans une année ou dans un cycle. Nous, on fonctionne par cycle en élémentaire, mais au collège aussi. Le cycle 1 en maternelle, cycle 2, CP, CE1, CE2, cycle 3, CM1, CM2, 6e. Et donc, on fonctionne par cycle et les uns avec les autres. Il faut s'accorder entre enseignants, savoir ce que les enfants ont fait l'année précédente et ce qu'ils feront l'année d'après. Donc, on a des programmations de cycle, on a des programmations par classe. Donc, j'aime bien cette liberté. J'aime ma liberté aussi de choisir les activités qui vont amener les apprentissages. Quand je travaille en robotique, par exemple, j'amène la résolution de problèmes. En résolution de problème, on n'est pas obligé d'écrire un problème, de poser le problème. On peut résoudre autrement des problèmes que le traditionnel problème écrit avec l'opération, la phrase de réponse. Il faut le faire aussi, mais on a différents supports qui permettent d'aborder les notions à faire acquérir à nos élèves. Et ça, j'aime bien. Très bien. Et justement, en parlant de problèmes, on va faire le lien. Quels sont les problèmes que tu rencontres au quotidien dans ton métier? Et comment est-ce que tu les résous? Les bavardages dans la classe. Ce qui est de pire en pire. En fin de compte, les enfants bavardent, parlent tout le temps pour ne rien dire. Et quand ils racontent à leurs voisins, ou ils montrent leur cahier à leurs voisins, ils loupent des informations importantes et ils ne concentrent pas leur apprentissage. Ils reposent les mêmes questions 2 minutes après. Donc, c'est hors de question que je réponde 2 fois à la même question. Et le bruit et les bavardages, ça devient ingérable. J'enseigne depuis 27 ans et je trouve que c'est de pire en pire. L'attention, oui. Toutes mes chaises ont des balles de tennis parce que les enfants gigotent de plus en plus. Donc, en bas de toutes mes chaises, j'ai mis des balles de tennis pour feutrer le bruit dans la classe. Mais malgré tout, il y a toujours des choses qui tombent de leur bureau, de leur table. Ils gigotent sans arrêt. Et ça, c'est de plus en plus difficile. Et je vois l'évolution. Vous allez te demander justement quelle solution
tu avais trouvé pour justement limiter les bavardages? Alors, alterner les travaux, faire du travail de groupe où on tolère des bavardages, parce que il y a des bavardages, il y a du bruit agréable dans la classe. Quand j'entends mes élèves échanger sur un calcul ou sur une résolution de problème, c'est un bruit agréable. Quand j'entends des enfants raconter le goûter d'anniversaire du dimanche dernier, ce n'est pas un bruit agréable. Donc, je mets en place des activités dans la résolution de problèmes essentiellement, avec un genre de jeu de loi où les enfants sont par équipe et résolvent des problèmes, lèvent le doigt pour que, quand ils ont la solution, et je tourne dans la classe pour que le bruit soit supportable et que les enfants puissent parler, bouger, changer de classe, rien que de prendre un travail et d'aller le faire dans une autre salle. On a des salles un peu libres, de bouger de salle, c'est important. Je pense que ça permet de recapter l'attention. Très intéressant. Ça évite d'avoir les stylos, les règles, les trousses sur les tables. Et du coup, tu nous as aussi mis qu'un des problèmes que tu avais, c'était les relations humaines. Et on a une question par rapport à ça de Viennet. Donc, merci à toi, Viennet, pour cette question. Il demande, on fait quoi si un élève ne se comporte pas bien? Alors, j'ai tout un tas de choses. J'en ai qui ne se comportent pas bien. Je mets en place avec eux des contrats. J'appelle ça des contrats de comportement. On a besoin des familles pour nous aider à ce que les enfants tiennent en place et s'intéressent. Alors, j'ai plusieurs contrats. J'ai un contrat d'attention et un contrat de comportement. Alors, je l'ai mis en place au fur et à mesure de ma carrière. Le contrat de comportement, je crée une feuille avec un tableau et chaque jour, en fin de journée, je mets à l'enfant un point vert ou un point rouge selon son comportement. D'accord. C'est rare, j'en ai que 1 ou 2 par classe. Et le point doit être vert, évidemment. S'il se tient mal, le point est rouge. Et je constate que l'enfant est content d'avoir des points verts. Et au bout de 2 jours, je n'ai que des points verts. Et souvent, les enfants arrivent au bout de leur contrat avec que des points verts. Ils sont contents parce qu'ils ramènent à la maison, ils sont petits, les miens, ils ramènent à la maison des points verts. Les parents les félicitent. Il y a la reconnaissance. Et à chaque fois, ça a fonctionné. Et donc, les enfants, même en fin de contrat, au bout de 5 ou 6 semaines, quand ils n'ont que des points verts et que le contrat est terminé, je leur demande, on arrête là, et ils me disent non, je veux encore le contrat. Et donc, je refais un tableau et tous les soirs, je mets un point vert. Ce n'est pas grave, ça suffit à l'enfant pour tenir. Alors, évidemment, je suis dans un quartier très calme. D'accord. J'ai 27 ans d'enseignement, donc selon les quartiers où on est, c'est plus ou moins difficile. On a plus ou moins d'enfants attentifs. C'est vrai. On a des quartiers où les enfants ne savent pas pourquoi ils vont à l'école. Alors que moi, je suis dans un quartier maintenant assez calme où les enfants savent pourquoi ils vont à l'école. Donc ça, c'est mon contrat de comportement. Et les enfants qui ont du mal à être attentifs, j'ai un contrat d'attention. Donc, c'est à établir avec les parents, l'enfant et moi. Et tous les jours, je mets un thème que l'enfant doit raconter à la maison. Par exemple, on aborde Versailles et Louis XIV, je vais écrire Louis XIV. Et l'enfant, à la maison, doit raconter Louis XIV ou ce qu'on a dit en classe à propos de ça. Juste ça. Et c'est un contrat qui est intéressant aussi parce que l'enfant va s'impliquer pour écouter la journée ce qu'il va devoir raconter à la maison et ramener à la maison. Ok, et ça l'engage. C'est très bien. Oui, ça l'engage. Alors au départ, je lui dis, attention, c'est ça que tu vas devoir raconter ce soir à la maison. Donc il est très attentif. Et puis petit à petit, je dis, je te mettrai quelque chose à raconter, mais ça sera ce soir. Donc tu dois être attentif toute la journée. En vrai, c'est des méthodes qui ont fait leur preuve parce que la méthode des points verts, points rouges, je m'en rappelle. Ça, c'est vrai que c'était, étant petite, je me rappelle de ça. Souvent, on travaille en collectif. On a un tableau dans la classe où on met les étiquettes prénoms et on les déplace au fur et à mesure de la journée dans les étiquettes vertes, oranges, rouges. Et en fin de semaine, on fait un compte-rendu aux parents. Moi, je ne fais pas ça parce que la plupart des enfants se tiennent bien. Donc, je ne vais établir un contrat qu'avec les enfants qui en ont besoin. Ok, donc c'est vraiment les solutions adaptées en fonction d'un moment, d'une problématique si un enfant est difficile. Et ça m'est arrivé
d'avoir des enfants très difficiles et qui se retrouvent en fin de compte, l'élève, je ne sais plus comment j'appelais ça, mais c'était le meilleur élève de la classe. Donc, je faisais un tableau et chaque semaine, je mettais l'élève qui s'était mieux tenu de la classe. Et souvent, ces enfants-là, en fin de compte, finissent par être les élèves exemplaires. Ah, c'était l'élève exemplaire ou quelque Plus chose. exemplaire de la classe. Ouais. Et ça Très m'arrive bien, d'avoir très bien. ces enfants-là qui deviennent exemplaires et qui C'est se très bien. mettent à Donc, c'est des aider les méthodes autres et qui qui trouvent un fonctionnent. intérêt à être bien dans la classe. Ouais. Donc, c'est vraiment des méthodes qui fonctionnent. Donc, c'est Oui. ça qui est top. Bon, c'est difficile à mettre en place et c'est de longue haleine quand même. Et ça marche pas toujours. Bon, au moins, c'est des méthodes Il qu'on faut garder espoir. C'est ça. Donc, on va passer à la suite, Virginie, parce que là, tu nous as bien parlé de ce que tu faisais, donc ton métier. On a bien compris les tenants et les aboutissants. Et là, on voulait savoir un peu plus sur ton parcours, en fait. Comment tu es devenue professeur des écoles? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc, par exemple, après la 3e, qu'est-ce que tu as fait Alors, après la 3e, je suis allée en seconde générale, première B, ce qui s'appelait B à l'époque, économique et sociale, et un bac B. J'étais trop moyenne en français, j'étais trop moyenne en mathématiques pour m'orienter en littéraire ou en scientifique. Donc, le bac B permettait de valider un baccalauréat et d'avoir une suite. Et je savais que derrière, je voulais être enseignante déjà. Donc, il fallait que j'aille en fac, que j'obtienne une licence. Donc, j'ai un DUG et une licence de psychologie développement de l'enfant. D'accord. Et ensuite, je suis rentrée à ce qu'on appelle l'IUFM, qui ne s'appelle plus l'IUFM maintenant, l'Institut universitaire de formation des maîtres. Oui. Et j'ai fait une première année à l'IUFM pour préparer le concours. Suite à la première année, j'ai eu le concours et je suis rentrée en deuxième année d'IUFM, qui était une préparation, une formation. On avait des stages dans les écoles et une formation universitaire en même temps. D'accord. Donc, c'est tout simple. Une fois qu'on a le concours, après, on n'a pas de métier à choisir ou à chercher. On nous nomme dans une école en fonction de notre lieu d'habitation, de notre âge. Comme j'étais jeune, je n'ai pas eu de poste tout de suite. Et puis, après, on nous nomme dans une école et on prend ce qu'il y a. Les premières années. Et tu disais que tu savais que tu voulais être professeur des écoles. Donc, tu as su à quel âge que tu voulais être professeur des écoles? En CM2. J'avais une maîtresse qui me traumatisait. Oui, très, très tôt. Je ne voulais pas aller à l'école. J'avais très peur. Je ne dormais plus la nuit. Et je me suis dit qu'il fallait que je sois maîtresse pour que mes élèves aient envie d'aller à l'école. D'accord. Et donc, à partir du CM2, je voulais être professeur. Au départ, je voulais être professeur de sport parce que j'étais gymnaste et que c'est un domaine qui me plaisait bien. Et petit à petit, j'ai fait beaucoup de colonies de vacances. J'étais animatrice ou adjointe en colonie de vacances. Et je me suis spécialisée dans l'animation et donc dans professeur des écoles avec des enfants à cet âge-là. Donc, c'est vraiment une vocation. Alors, oui, je vais faire un petit tour dans le chat pour voir si on a des questions. Donc, on a BUCG qui nous demande: est-ce que le professeur de maternelle demande plus d'organisation que professeur en cours élémentaire? Très bien, c'est pas du tout le même travail. Alors, quand j'étais en maternelle, c'était mes débuts. Merci pour ta question, pardon, BUCG, merci. Oui, bien sûr. Quand j'ai mes débuts, quand je rentrais de maternelle, je dormais tellement les journées sont épuisantes au niveau de l'attention, de la gestion de la classe. On fait tout autre chose. On apprend en maternelle beaucoup aux enfants à vivre ensemble. En élémentaire, ils se connaissent déjà, ça fait plusieurs années. Les enfants restent dans les mêmes écoles. Donc, arrivés en fin de maternelle, les enfants sont les mêmes. Donc, ils ont suivi, ils se sont connus en petite section, en moyenne section, en grande section. Donc, nous, quand ils arrivent en élémentaire, les enfants se connaissent. Donc, il y a moins ce travail de vivre ensemble, ce qui est encore important quand même en élémentaire. Et la maternelle demande beaucoup de préparation en amont. C'est bruyant parce que les enfants
Enfin, ça peut être bruyant, parce que les enfants sont souvent répartis en ateliers. On n'a pas tellement plus d'aide que quand on est aussi toute seule avec 30 enfants. Hein. J'ai commencé ma carrière, j'avais des tout petits et petits. Je devais en avoir 26 ou 27. Et j'avais une ASEM qui devait m'aider, mais qui n'était jamais là. Donc, j'étais toute seule avec mes 27 élèves. Et mes premières années en maternelle, c'était horrible. Les jours de rentrée avec les enfants qui criaient « Maman !» et puis tous se remettaient à pleurer et ils pleuraient tout le temps et c'était difficile. Donc, beaucoup les regrouper, chanter, les comptines. C'est ce qui attirait des histoires. Mais il y a des enfants qui ne sont pas réceptifs à tout ça. Donc, c'est un métier différent. En maternelle, les enfants vont être plus sur des ateliers, donc par petits groupes. Mais ça veut dire que le reste de la classe est en autonomie et c'est compliqué. En élémentaire, les enfants savent être assis à table, sur une table, devant leur bureau, et il y a moins de mouvement dans la classe. Les enfants ne se lèvent plus comme en maternelle. C'est différent, ce n'est pas le même travail. Il y en a qui sont faits pour la maternelle, et puis d'autres qui sont faits pour l'élémentaire. Très bien. Et comme tu l'as dit, au final, c'est après coup qu'on choisit aussi ce qu'on préfère, ce qu'on aime. Et donc, voilà, ceux qui ont cette vocation d'être professeurs des écoles, bon, vous pourrez choisir après la classe qui vous correspond mieux et dans laquelle vous êtes le mieux. Et dans mes premières années, dans mes premières années, j'ai demandé des décharges de directeur. Et donc, j'avais plusieurs écoles et plusieurs classes, ce qui m'a permis de choisir rapidement mon niveau. En fait, de savoir rapidement ce que je préférais. Dans une même année. Dans une même année. Dans une même année, j'avais le lundi dans une école en CE2, le mardi en petite section maternelle dans une autre école. Et c'était un choix, je demandais ça. C'est bon à savoir ça pour ceux qui veulent être professeurs des écoles. Vous voyez que vous pouvez rapidement savoir quelle classe vous correspond le mieux. Les premières années, il ne faut pas se dire « Oh, je veux ma classe à moi tout seul ». C'est bien d'avoir des compléments de service. C'est bien de varier, de changer un petit peu. Ça permet de voir différentes écoles, différentes méthodes, parce qu'on travaille forcément avec d'autres maîtresses, d'autres enseignants, pardon. Et c'est bien de varier, en fait, surtout quand on débute. Et de ne pas avoir la classe en responsabilité tout de suite. On partage avec quelqu'un d'autre, c'est bien ça. Très bien. Vas-y, continue. Il y a l'heure qui avance un petit peu. On va aller, mais c'est très intéressant, très enrichissant. J'espère que vous êtes attentifs et que vous apprenez pas mal de choses. Donc, on va voir maintenant ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins dans ton métier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, j'aime quand j'ai une façon de travailler, je ne corrige plus rien chez moi. Alors, c'est mon expérience qui fait ça. Je corrige tout en classe ou le midi et ça me permet de rappeler mes élèves quand ils se sont trompés. Quand ils se sont trompés sur un exercice, ils ont l'habitude, je les rappelle, ils viennent à mon bureau et on corrige l'exercice ensemble. Enfin, souvent, l'enfant corrige lui-même son exercice. Et quand ils me disent « Ah oui, ça y est, j'ai compris », ça c'est le meilleur parce que de revenir sur son erreur, l'élève a compris et ça, c'est trop. Ou quand mes élèves lèvent le doigt en me disant « J'ai vraiment pas compris », ok, viens, je te réexplique et qu'ils repartent de mon bureau, ils ont compris et ça, je me dis que j'ai servi à quelque chose. Oui. Et je vois dans les exercices suivants que c'est acquis et que c'est compris, je me dis que j'ai servi à quelque chose. Très bien. Donc, une attention particulière donnée sur les devoirs et sur les corrections. Oui, sur les corrections. Et le suivi individuel de chaque élève. C'est ça que j'aime, qui est important, qui est difficile à 28 ans. Il faut jongler quand même entre le travail autonome, les corrections, c'est difficile, mais c'est intéressant. Oui. Et du coup, qu'est-ce que tu aimes le moins? Alors, je ne sais plus. Ah, le langage, je ne vois pas ce que j'ai écrit. Alors, tu avais mis les bavardages et le langage. On a parlé tout à l'heure des bavardages. Alors, le bavardage et les erreurs de langage. Les du coup, les voilà. Et je me bats. Sur ma porte de classe, avec mes élèves, au fur et à mesure, on dit « Ici, c'est interdit de dire du coup, de dire « Je peux y aller ». Tu ne peux pas y aller, tu peux aller quelque part. Et donc, on cherche tous les tics de langage, les erreurs de langage, et on les marque sur notre porte de classe. Et donc, quand un animateur ou quelqu'un vient dans la classe, dit des du coup, mes élèves disent « Hey, ici, on ne dit pas des du coup ». Ah, c'est bien ça. C'est une autre manière d'enseigner, finalement.
Alors, ce n'est pas une autre manière d'enseigner. Je me force à mettre les négations, à parler correctement aux élèves et je veux que les élèves parlent correctement. C'est difficile parce qu'on est dans une société où au niveau de la grammaire, et en ce moment, je me base sur les pronoms relatifs. Les enfants ne mettent plus les que ou les qui. Oui. C'est ça, ils ont dit. C'est ça, ils ont dit. Mais non, c'est ça qu'ils ont dit. Donc, on ramenait le langage bien placé. Ça, c'est difficile parce qu'il faut lutter contre la société, les réseaux sociaux et ça, c'est compliqué. Mais bon, les enfants rentrent assez dans le jeu avec moi et quand ils ont bien compris ça, c'est intéressant. Mais bon. C'est top. Oui. On voit que tu es vraiment passionnée par ton métier. Oui. Et c'est vraiment intéressant. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu as des anecdotes aussi à nous partager? Une anecdote que tu aurais vécue avec tes élèves et qui t'a marqué? Alors, bon, une anecdote rigolote. Lorsque j'étais en classe de mer, nous faisions de la pêche au crabe. Donc, l'idée était de pêcher le plus grand nombre de crabes. Déjà, j'avais très peur parce que les enfants étaient au bord d'un mur à lancer leur filet, leur masse dans l'eau. Et on a sorti environ 300 crabes. Donc, on a voulu relibérer les crabes. Et au moment de libérer les crabes, qui ont tous couru vers l'eau, les mouettes sont arrivées et se sont jetées sur nos crabes. Donc, les enfants criaient en essayant de repousser les mouettes. Ça a fini un peu en catastrophe parce que on ne voulait pas leur faire de mal à ces crabes et c'était rigolo. On n'imaginait pas ça. Et puis, une voiture est arrivée écrasant les pauvres crabes qui restaient et qui n'arrivaient pas à se sauver. Mais c'est des choses à raconter, que les enfants racontent quand ils rentrent à la maison. Et c'était des moments sympas. Les classes de mer, les classes vertes, ce sont des moments où on partage avec nos élèves des souvenirs dont ils se rappellent quand ils sont adultes après. Et c'est sympa. Merci pour cette anecdote, vraiment très sympa. Et on va revenir un peu sur les questions du chat, comme ça, parce que là, on a fini le gros de la présentation. Donc, on va voir un peu quelques questions du chat. Donc, on a eu comme question... Voilà, donc en fait, il y a BUCG qui demandait est-ce que c'est possible donc de faire des stages d'été en tant que professeur des écoles? D'été? Oui, des stages d'été. En juillet et août, il n'y a personne dans les écoles. Oui, justement. Mais oui, c'est vrai. Alors, c'est assez compliqué de faire des stages qui ne sont pas prévus. Déjà, les stages troisième, pendant longtemps, on n'avait pas autorisation de prendre des stagiaires troisième, ce que je trouvais un peu fou, étant donné que c'est un stage qui est proposé par l'Éducation nationale. L'Éducation nationale refusait qu'on accepte des stagiaires troisième. Depuis peu, c'est accepté s'ils ne sont pas dans l'école avec leurs parents ou peut-être même dans l'école où ils étaient petits. Mais ce n'est pas sûr. S'ils ont des stages troisième à faire ou seconde, demandez quand même. Ça peut être intéressant. Il faut s'adresser aux inspections, pas aux enseignants. Les enseignants ne décident de rien. Pas de décision. Et je pense que cette question, elle faisait un peu écho. Est-ce que tu as les mêmes vacances que tes élèves? Parce que justement, du coup, est-ce que pendant les vacances scolaires, tu travailles et pendant que les élèves sont là? Voilà. Alors, pendant les vacances scolaires, je retourne à l'école et je prépare l'année suivante. En juillet, août, jusqu'au 15-20 juillet, je retourne, je range ma classe, je trie et je prépare l'année suivante. Comme je prépare à l'année, je fais déjà mes photocopies pour l'année suivante. Ce que je sais que je vais utiliser toute l'année en photocopie, je les prépare en juillet. Mais ça, c'est mon choix. Il y a des enseignants qui au jour des vacances, ne reviennent plus à l'école. Et il y en a qui ne viennent pas avant la pré-rentrée. On a un jour avant l'entrée des élèves en classe. Donc, on a les mêmes vacances que les élèves. D'accord. Mais c'est un choix. C'est comme ça que tu as décidé de t'organiser. Je reviens par rapport à la question de BUCG. Merci pour ta question. En fait, tu disais que est-ce que c'est possible de faire un stage d'été? Donc, Virginie expliquait que ce n'est pas vraiment les professeurs qui peuvent décider de ça, c'est plus les administrations et qu'en fait, en général, l'été, les professeurs ne sont pas là, même si elle prend le temps parfois de venir l'été pour organiser son travail, mais ce n'est pas avec les professeurs. Donc, peut-être que c'est possible de faire un stage
en tant que professeur des écoles en étant ado, mais il faut demander plutôt à l'administration. C'est ça, ce que tu disais tout à l'heure. Alors, l'idée, s'ils sont intéressés par ce métier, c'est de partir comme animateur pendant les vacances d'été. Voilà. Parce qu'à partir du moment où on prend un groupe en charge, c'est plus facile quand on arrive dans l'enseignement de prendre une classe en charge. Même si l'enseignement et l'animation sont différents, il faut quand même… c'est bien d'avoir été devant des enfants. Voilà, donc solution, l'animation. Animation, BAFA, animation, c'est toujours un plus pour quand on arrive dans une classe. Très bien, très bien. Donc, j'espère que ça a répondu à ta question, BUCG. On a encore d'autres questions. Donc, il y avait une question qui disait, est-ce que donc, tu fais des pauses dans tes journées? Des vraies pauses? Parce que du coup, tu dois être toujours… Moi, j'en fais pas beaucoup. Parce que… Non, j'en fais… Alors oui, j'en fais, mais pas beaucoup parce que quand mes élèves sont en récréation et que je ne suis pas de service, je corrige pour pouvoir les rappeler après parce que ma pédagogie demande ça. Donc, je corrige pendant les récréations, je corrige le midi, puisque je ne veux pas rendre les cahiers sans pouvoir rappeler mon élève qui a fait des erreurs sur un exercice. Mais on a des pauses dans notre journée. On a une pause le midi, la même que les élèves. Et puis, le soir, on a des pauses aussi. Enfin, c'est pas non plus des journées de 24… Enfin, on n'a que 6 heures d'enseignement dans la journée. Donc, même si on a de la préparation avant et puis de la correction après, c'est que 6 heures. D'accord. On a les mercredis de libre. Oui, mercredi libéré. Alors, même si c'est pour préparer nos journées, ce n'est pas la même chose que d'être en classe devant 28 élèves. C'est sûr. Très bien, Virginie. Je regarde encore si on a d'autres questions. Ah, on a une petite intervention. Quelqu'un qui a demandé, est-ce que tu reprends aussi ton entourage sur les du coup, les etc. Alors, mes enfants, oui. Oui, certains amis avec qui on rigole là-dessus, oui. Sur les du coup. Quand le du coup est apparu, ça fait 4 ou 5 ans, ça m'a éveillée et évidemment, j'en ai parlé à des copains et qui disaient, mais en fait, on dit tous du coup tout le temps. Alors, il y en a qui ne le disent pas et puis il y en a beaucoup qui le disent et ils sont remis en question. Et maintenant, entre amis, on voit les autres problèmes de grammaire et de vocabulaire arriver. Le voilà, maintenant. Tout le monde dit voilà. C'est vrai. Ça a remplacé le du coup. Oui. Ça a remplacé. Très bien. Donc, je vois qu'on n'a plus de questions. Donc, merci beaucoup, Virginie. C'était un moment très intéressant, très agréable. On a, je pense, tous été à l'école avec un professeur des écoles. Et voilà, c'est intéressant de voir comment tu organises ton métier. Retournez voir vos maîtresses et vos maîtres d'élémentaire. Ça nous fait toujours plaisir de voir comment vous avez grandi. Voilà, Virginie a lancé un appel, donc vous pouvez aller voir vos professeurs des écoles. Et ceux qui veulent devenir professeurs des écoles, vous voyez que c'est possible. Donc, n'hésitez pas à avancer sur ce sujet. Merci beaucoup, Virginie. Avec plaisir. Merci pour ta participation. Et merci aussi à tous les collèges qui ont participé, à ceux qui ont posé des questions dans le chat. Vraiment, c'était intéressant. Vous avez bien interagi. Et donc, le prochain live aura lieu donc, mardi 7 mai à 11h. Et vous découvrirez le métier d'Alexandre qui est producteur chez La Bonne Pioche. Donc, comme d'habitude, comme pour ce live, vous êtes inscrit via le site. Et on va vous mettre le lien là dans le chat pour vous inscrire de nouveau si vous voulez participer à ce prochain live. On va également vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction. Et n'hésitez pas à le remplir pour qu'on puisse améliorer ce qu'on fait aussi. Et je vous souhaite vraiment une bonne journée. Et prenez bien soin de vous. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Virginie. Au revoir.